Donc, je voudrais commencer la présentation par quelques remerciements à l'Université de Corté et l'UMR LISA pour l'accueil, le SRA pour l'organisation et le soutien à nos recherches aux côtés de la collectivité de Corse. Nous remercions également Franck Léandri qui nous a permis d'intervenir sur le territoire d'Aléria, voilà presque 15 ans, et ses successeurs, Laurent Séveigne, Céline Léandri, Laetitia Dedon et Laurent Séveigne II, qui est à ma gauche, qui ont soutenu nos projets. Ces travaux ne seraient pas possibles sans l'accompagnement des agents du site et musée d'Aléria, donc Giulia Tristani, Jean-Michel Bontempi et Franck Allegrini Simonetti, qui se seront reconnus. Et nos remerciements également à l'INRAP, donc Hervé Petitot qui doit être dans les parages, pour l'aide, l'appui logistique sur lequel nous avons pu compter, notamment pour la topographie lors des opérations de fouilles ces dernières années. Alors, je commencerai par une citation. Nous sommes très mal renseignés sur le paysage romain de la Corse. Les deux seuls centres urbains se trouvent sur la côte est de l'île et le panorama des campagnes nous échappe encore. Aucune villa n'a été jusqu'à aujourd'hui découverte et seules quelques trouvailles témoignent d'habitations de dimensions modestes. J'imagine que Joseph Cesari, qui est à ma gauche, reconnaîtra ces mots avec lesquels il introduisait le guide archéologique dédié à la Corse antique en 2010. Et ce passage nous avait tant interpellés que nous avons souhaité, avec nos collègues Laetitia Cavassa, Pascal No, mener une enquête un petit peu plus approfondie sur le territoire d'Alérien. Et 15 ans après cet état des lieux qui était contrasté, c'est donc une satisfaction de proposer une étude argumentée fondée sur la fouille exhaustive, ou presque, de cet établissement romain de Piede-Tignoso. Alors, comme tous les chantiers d'archéologie programmés, ces travaux sont avant tout collectifs et il nous est donc agréable de remercier l'ensemble des collaborateurs, contributeurs, collègues et amis qui ont aidé à faire progresser ces recherches. Leurs compétences respectives et leur engagement ont largement contribué à l'avancement de l'étude de ce site et donc je tiens à les remercier et j'espère ne pas en avoir oublié dans la liste qui s'affiche devant vous. Alors, l'histoire de la recherche sur le site de Piede-Tignoso demeure relativement récente. Quelques indices d'occupation antique avaient été signalés dans les années 1970 à la suite d'un sondage attribué au professeur Rayleigh, mentionné dans un carnet de fouilles de Jean Joas. Je remercie d'ailleurs Laurent Vidal qui a attiré mon attention sur ce document que vous avez donc en bas à gauche de la dia. Les observations restaient toutefois lacunaires et se limitaient à la découverte d'un bassin de décantation et de quelques fragments de céramique susceptibles de provenir d'un atelier de potier. Toutefois, comme vous le voyez sur le document de Jean Joas, la parcelle est notée comme Fontanaccia. Ce n'est pas tout à fait la parcelle de Piede-Tignoso, mais il y a peut-être eu une confusion au moment de la fouille de 1970. Alors, des prospections menées par la suite par Pascal Tramoni à la demande du service régional de l'archéologie ont confirmé la présence d'un établissement antique avant que l'extraordinaire image satellite de 2017 révélant une organisation planimétrique du bâti ne conduise, lors de l'écriture du PCR Aléria Approche Croisée dirigé par Vincent Jolivet, à la mise en place d'une opération de sondage programmée autorisée par le SRA qui a été suivie de fouilles. Donc l'idée de cette opération était de trouver en quelque sorte un contrepoint à la petite villa ou la grosse ferme de Marestagno, donc que vous avez à droite de l'image, qui a été fouillée entre 2015 et 2019. Le postulat de départ était que les vétérans arrivés en Corse optaient pour des formes d'habitation assez standardisées. Et l'idée n'est sans doute pas à rejeter totalement, mais en tout cas, la campagne de sondage de 2019, puis les 3 campagnes de fouilles programmées réalisées entre 2022 et 2024 ont complètement contredit cette hypothèse avec la découverte d'un site assez différent de ceux connus autour de l'étang de Diane, voire même dans la plaine bastiaise. Ces campagnes ont permis de préciser l'organisation architecturale du site et d'identifier 2 grandes phases d'occupation que je vais vous décrire là maintenant pas à pas. Une phase initiale correspondant à une villa à vocation résidentielle et agricole, puis une phase de transformation marquée par l'installation d'activités artisanales spécialisées. Et vous verrez que tout ça se passe sur un temps très court. C'est ça qui fait la singularité aussi du site.
Donc le site de Piede-Tignoso, pour le localiser, est situé au sud-est d'Aléria. Donc je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Donc vous avez la ville d'Aléria qui est ici, les trois buts avec Matra, Terrina et Casabiande, et le site de Piede-Tignoso se situe ici, et il est en bordure en fait de l'étang d'El Salé qui est aujourd'hui bonifié. Il est implanté sur une petite éminence qui domine d'environ 30 mètres l'étang, en rive droite du Tavignano, et il occupe une position stratégique entre les terres agricoles du littoral et les voies de pénétration vers l'arrière-pays. Le substrat géologique est formé de conglomérats de sable et d'argile de la formation d'Aléria, qui offrait à la fois des ressources en matériaux de construction, puisqu'on retrouve les grès dans les fondations de cette villa, et en argile exploitable pour des activités artisanales. L'ensemble des structures reconnues se développe sur une surface d'environ 3000 m² de bâti, organisée autour d'une vaste cour centrale de 650 m², qui constitue le cœur de ce complexe. Alors, voici la villa en phase 1, donc les états 1 et 2. Et cette villa initiale, dans son premier état, le site correspond à une villa structurée autour d'un bâtiment principal, que vous avez ici devant les yeux, installé au sud d'une cour, qui est au centre. Ce vaste édifice rectangulaire orienté ouest-est couvrait environ 500 mètres carrés et il constitue le cœur résidentiel de l'établissement. Malgré l'arasement important des vestiges, la distribution des pièces révèle une organisation relativement soignée, caractérisée par une dizaine d'espaces articulés autour d'une cour. Donc vous avez 10 espaces qui sont ici, et vous avez cette cour centrale d'environ 70 mètres carrés. Et cet espace pourrait correspondre à un atrium qui assurait vraisemblablement l'éclairage et la ventilation des différentes pièces. La circulation interne maintenant de cette partie de la résidence, donc la partie orientale, semble organisée par plusieurs couloirs et vestibules, que vous avez par exemple ici et ici, reliant les différentes ailes du bâtiment. Certains espaces jouent manifestement un rôle de transition entre la zone résidentielle et les parties ouvertes de l'établissement. Et à l'ouest, un long corridor desservait plusieurs pièces dont la fonction reste difficile à déterminer, mais qui participaient probablement de l'agrément du complexe. Cette aile occidentale était prolongée par une cour, ici, bordée de galeries sur deux côtés d'abord, ici au nord et au sud. Une troisième aile est ajoutée dans un état ultérieur. Elle se terminait par une exèdre semi-circulaire qui devait constituer un élément architectural d'agrément, peut-être associé à un jardin ou à un espace de représentation. Donc, comme vous le voyez à l'observation de ce plan, l'ensemble témoigne d'une recherche d'ordonnancement et d'axialité qui caractérise nombre de villas périurbaines de Méditerranée romaine. La présence de décors de qualité que vous avez à l'image, donc une cinquantaine de fragments de marbre qui sont en cours d'étude et des éléments de pavement de mosaïque. euh, attestés par ces éléments, confirme le statut relativement privilégié de la résidence originelle. Donc voici une image verticale où vous reconnaissez les principales composantes avec la partie résidentielle ici, avec toutes ces petites pièces, les couloirs qui distribuent les espaces, un couloir en plein centre avec une porte qui se situait plus ou moins au centre du bâtiment, les deux ailes de la galerie, possible péristyle, et une troisième aile qui est ajoutée dans un deuxième temps, aménagée d'une exèdre. Le fonctionnement de la villa reposait également sur un réseau hydraulique relativement développé. Plusieurs citernes et bassins assurent le stockage et la circulation de l'eau au sein de ce complexe. Donc l'an 2, construit en fragments de tegula liés à du mortier revêtu d'opus signinum, présente toutes les caractéristiques d'une citerne destinée à la conservation de l'eau. Un second bassin qui est au centre du bâtiment, implanté dans un couloir du bâtiment principal, possédait un escalier d'accès et un revêtement étanche en mortier hydraulique, indiquant également une fonction liée à la gestion de l'eau. Ces structures sont associées à plusieurs canalisations qui parcourent le bâtiment et qui assurent l'évacuation ou la redistribution des eaux. L'une des principales conduites, longue d'une douzaine de mètres, qui est ici,
traverse la partie centrale de l'édifice et présente une pente régulière permettant d'évacuer l'eau vers l'extérieur de l'établissement. L'ensemble témoigne donc d'une gestion hydraulique compatible avec les besoins d'un établissement résidentiel doté d'équipements relativement élaborés, comme vous pouvez le constater. À l'est de la cour se développe un petit ensemble thermal couvrant environ 80 à 100 mètres carrés. Malgré ses dimensions modernes, cet ensemble balnéaire présente un plan relativement complet, comprenant plusieurs pièces fonctionnelles, donc un vestibule servant d'apoditérium, une salle chaude, un caldarium équipé d'un bassin, un espace de chauffe, donc le praefurnium qui est situé ici, avec une piscine extérieure à laquelle on accédait depuis la cour. Donc on n'y accédait pas depuis l'intérieur du complexe, mais depuis la cour par un système de marche. Donc le parcours balnéaire semble relativement simple et de type rectiligne et rétrograde, puisque le baigneur devait revenir sur ses pas pour aller se baigner dans l'eau froide. Le caldarium était doté d'un solium, donc, qui était logé dans cet espace, installé à proximité du système de chauffage, tandis que la salle de chauffe alimentait l'ensemble du dispositif. Les analyses anthropologiques réalisées sur sur les charbons de bois provenant de cette zone indiquent l'utilisation du bois de bruyère et de chêne, donc des essences qui sont assez adaptées à la production d'une chaleur durable. Ce petit complexe thermal était indépendant du corps principal de la villa. C'est une disposition relativement rare dans le contexte insulaire, mais qui est attestée dans certaines villas de Gaulle ou d'Italie. Alors, outre la résidence principale, pardon, plusieurs bâtiments annexes complètent l'organisation de la villa. L'un d'eux, situé au nord-ouest du complexe, présente un plan rectangulaire subdivisé en deux pièces. La présence de contreforts massifs, ici et là, suggère un souci de stabilisation structurelle, peut-être en raison de contraintes liées au terrain ou à la fonction de l'édifice. Il rappelle en outre l'entrepôt de Cabanaccia qui a été fouillé par Brice Chevaux il y a un an ou deux. À l'intérieur, plusieurs aménagements hydrauliques, notamment une cuve circulaire et un grand creusement qui est en cours de fouille sur l'image, indiquent des activités liées à la transformation agricole. Les analyses physico-chimiques qui ont été réalisées sur certains revêtements suggèrent d'ailleurs que ces installations pourraient être associées à des activités viticoles, ce qui confirmerait l'intégration de la villa dans l'économie agricole de la plaine orientale. Et les marqueurs étaient particulièrement forts dans ce bassin circulaire situé à cheval sur le mur occidental du bâtiment. Ah, j'ai encore 7 minutes à mon chrono. Ah, je vais me dépêcher. Un changement majeur intervient peu de temps après le milieu du 1er siècle. Donc on voit que la villa qui a été fondée à l'époque augustéenne, là on est au milieu du 1er siècle, et on a des changements qui sont assez importants lorsque la fonction résidentielle du site semble progressivement abandonnée au profit d'activités artisanales. Vous voyez avec la construction de cet appentis en périphérie et la construction d'un bâtiment annexe qui est en haut de l'image. Donc plusieurs secteurs de la villa sont alors transformés pour accueillir un atelier de potier. Cette mutation est particulièrement visible dans le bâtiment principal et dans la cour occidentale, où sont aménagées des structures liées à la production de céramique. La chaîne opératoire complète de fabrication a pu être partiellement reconstituée grâce aux vestiges conservés. Plusieurs fosses d'extraction témoignent de prélèvements locaux de l'argile dans les niveaux marneux du substrat. Ces excavations sont parfois profondes de plus d'un mètre. Elles ont ensuite servi de dépotoir pour les déchets de production et les matériaux issus de la démolition du bâtiment résidentiel. La préparation de l'argile était réalisée dans plusieurs bassins maçonnés ou aménagés à l'aide de tuiles disposées à plat. Ces cuves pouvaient servir à la décantation, au lavage ou au malaxage de la matière première avant le façonnage. Donc on se situe dans cette partie. Donc les fosses d'extraction sont ici, les fosses de malaxage ici. Et les éléments dont je vais vous parler maintenant se situent un peu plus au nord. Le façonnage des vases s'effectuait dans un secteur équipé de plusieurs tours de potiers. Les traces archéologiques correspondent à des fosses circulaires
ou piriformes au centre desquels étaient installés les axes des tours. L'organisation des fosses suggère l'existence de plusieurs postes de travail disposés en rangées parallèles, indiquant une production structurée et probablement collective. La cuisson était assurée par au moins 2 fours de potier semi-enterrés. Le plus grand, que vous avez à l'image, possède une chambre de combustion d'environ 2,80 m par 2,20 m, associée à un alandier voûté et à une fosse de travail permettant l'alimentation du foyer. Les arcs soutenant la sole étaient constitués de fragments de tuiles, vous les avez ici, assemblés à l'argile, tandis que les parois étaient chemisées d'un luth terreux mêlé de tesson. Et un second four, plus petit, était implanté dans un appentis à proximité des tours, dans cette zone-ci, et semble avoir fonctionné simultanément avec ceux-ci. Alors, le mobilier qui a été étudié par ma collègue Laetitia Cavassa permet d'identifier plusieurs formes produites dans cet atelier, donc des amphores à fond plat qui ne sont pas sans rappeler certaines productions de Gaulle, de la céramique commune, dont vous voyez certains éléments circuits avec des pots à cuire, des couvercles et d'autres éléments de céramique fine, comme par exemple ce vase qui était abandonné dans un des fours, le four de plus petite taille. Cet atelier produisait également à l'évidence d'autres éléments, notamment des plaques architecturales de type campana. Et donc vous avez un élément reconstitué et un moule, mais destiné à un autre modèle de plaque campana. Et vous voyez également la découverte d'un outil très singulier et très ergonomique pour le travail de l'argile, pour le malaxage, qui épouse parfaitement la forme de la main. Alors, dans une phase, toujours dans cette même phase, donc la phase de l'atelier de potier, on voit également que les éléments, le complexe thermal est transformé et démantelé pour devenir un atelier de forge. L'ancienne salle de chauffe du balnéaire accueille alors plusieurs foyers et accumule d'importants déchets métallurgiques qui ont été étudiés par Gaspard Pagès. Plus de 25 kg de scories et de résidus du travail du métal ont été recueillis, témoignant d'une activité polymétallurgique impliquant le fer, le plomb et les alliages cuivreux. Ces transformations impliquent le démantèlement partiel des structures thermales, notamment du système d'hypocauste, qui dans la salle du caldarium est complètement démonté et on a des impacts thermiques qui sont à la base des pilettes d'hypocauste. Donc on voit qu'ils ont travaillé en ayant démonté les éléments du balnéaire. Et ils se sont servis de la piscine, la grande piscine avec les 3 marches, comme des potoirs. Hem, J'arrive à ma conclusion, j'y suis. Donc l'étude du site de Piede-Tignoso apporte donc, en conclusion, un éclairage particulièrement instructif sur les dynamiques d'occupation et d'adaptation des établissements ruraux, dans le territoire de la colonie d'Aléria au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Les données archéologiques révèlent en effet l'existence d'un établissement initialement conçu comme une villa de tradition italique, organisée autour d'une pars urbana relativement soignée et dotée d'équipements de confort, parmi lesquels un petit complexe balnéaire. La présence d'éléments de culture matérielle de qualité, vous l'avez vu, les éléments de marbre, les éléments en mosaïque, les pavements de mosaïque, ainsi que la découverte d'un graffito étudié par Marie-Brigitte Carr mentionnant le cognomène Tacitus, suggère un milieu d'occupation lié à des colons ou à des groupes socialement intégrés dans les réseaux de la colonie. L'étude onomastique met par ailleurs en évidence une écrasante majorité d'attestations en dehors de Rome de ce cognomène en Étrurie, ce qui pourrait constituer un indice de l'origine géographique du colon ou d'un des membres de sa famille. L'intérêt majeur du site réside toutefois dans la trajectoire qu'il documente. Au cours du 1er siècle, l'établissement connaît une transformation rapide, voire fulgurante, qui voit l'abandon progressif de sa fonction résidentielle au profit d'activités artisanales. Cette mutation se manifeste par l'installation d'un atelier de potier comprenant l'ensemble des infrastructures nécessaires à la production de céramique, donc des zones d'extraction, des bassins de préparation, des tours de potier et de cuisson, et des fours de cuisson. Puis par l'implantation d'activités métallurgiques dans certaines structures préexistantes. Ce processus de reconversion témoigne de la capacité d'adaptation des établissements ruraux antiques, capables de réorienter leur activité en fonction des opportunités économiques et des contraintes locales. Dans le cas de Piede-Tignoso, l'évolution d'une villa résidentielle vers un centre de production artisanale souligne l'intégration étroite de ces domaines dans les dynamiques économiques régionales, où agriculture, artisanat et circulation des produits apparaissent
étroitement imbriqués. Il interroge également sur la stratégie économique d'un colon qui a probablement placé une autre villa plus cossue à la tête de son domaine, ou qui aurait privilégié un mode de vie plus urbain, puisqu'il a abandonné la fonction résidentielle de Piede-Tignoso, à moins évidemment que cette trajectoire singulière ne traduise plus prosaïquement une faillite économique et donc un domaine qui aurait complètement périclité. Je vous remercie.